Les spécialistes expliquent que l'Afrique est en train de se scinder en deux, et voici à quoi elle pourrait ressembler. Observé de près, le phénomène est encore plus saisissant. Une gigantesque faille s'étire du Mozambique au sud jusqu'à la mer Rouge au nord. Elle ne cesse de s'accroître année après année, fracturant le sol et anéantissant des habitations. Aujourd'hui, on estime que cette séparation continentale pourrait survenir bien plus rapidement que prévu. L'Afrique se disloque sous l'effet du déplacement de la plaque somalienne. Imaginez une séparation spectaculaire entre plaques tectoniques. À l'est, la plaque somalienne. À l'ouest, la plaque nubienne. Et dans ce processus de rupture, la plaque somalienne s'éloigne inexorablement, prenant ses distances avec la plaque nubienne. Ce mouvement est à l'origine du rift est-africain, une région où les plaques se désolidarisent, où le magma remonte sans relâche des profondeurs terrestres, et où de nombreux volcans en activité voient le jour. C'est une zone de chaleur extrême, où les températures diurnes peuvent atteindre 55 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles ne redescendent qu'à 35 degrés. Au cœur de cette fournaise se trouve le triangle de Lafar, aussi appelé dépression de Lafar. Son relief est d'une grande singularité. Le processus de rift engendre des vallées, des failles et d'impressionnantes fissures qui ne cessent de s'étendre. Prenez par exemple cette faille colossale de 56 km de long, située dans le désert éthiopien. Sa largeur est telle qu'un être humain pourrait s'y glisser sans difficulté, mais le plus inquiétant reste son expansion constante. Elle s'élargit de plus d'1 centimètre chaque année. L'écartement progressif des plaques nubiennes et somaliennes pourrait également donner naissance à un nouvel océan en Afrique. Un tel phénomène n'a rien d'inédit. Il y a environ 150 millions d'années, alors que les dinosaures peuplaient encore la Terre, un mouvement tectonique comparable a conduit à la formation de l'océan Atlantique. À l'origine, les continents ne formaient qu'un seul bloc, mais l'apparition d'une faille au sein de la Pangée a provoqué leur éloignement, divisant ainsi les hémisphères Est et Ouest. Un processus similaire est à l'œuvre dans cette fracture africaine. Selon les spécialistes, les eaux de l'océan Indien pourraient, à terme, submerger la vallée du rift est-africain, donnant ainsi naissance à ce qui serait le 6e océan. Toutefois, il est peu probable que vous puissiez un jour vous baigner dans ces eaux. D'après le géophysicien Ken McDonald, expert des failles tectoniques, cette rupture spectaculaire pourrait se produire d'ici 1 à 5 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est une évolution rapide, bien plus que ce que la majorité des chercheurs avaient anticipé. Même si vous ne serez pas témoin de la dislocation de l'Afrique, les populations locales, elles, en ressentiront pleinement les effets. Elles devront faire face à des éruptions volcaniques violentes et à de puissants séismes, conséquence directe de ce bouleversement géologique progressif. Un exemple frappant est cette faille impressionnante dans le désert éthiopien dont nous avons déjà parlé. Elle est apparue en 2005, après que la région a subi 2 éruptions volcaniques et 163 séismes, tous d'une magnitude supérieure à 3,9. Habituellement, une fracture aussi vaste met des siècles à se former. Mais dans ce cas, elle s'est développée en l'espace de quelques jours seulement, révélant ainsi l'extrême intensité du phénomène. En réalité, une activité sismique aussi intense peut accélérer le processus de fragmentation de l'Afrique, rendant toute estimation précise du délai extrêmement complexe. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette nouvelle Terre est déjà désignée sous le nom de continent nubien. Si les prévisions se vérifient, elle englobera la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et une partie de l'Éthiopie. Ce phénomène est aussi fascinant qu'inquiétant. Avec l'émergence de nouveaux littoraux, les pays concernés devront procéder à d'importants ajustements en matière d'infrastructures et d'aménagement du territoire. De nombreuses routes, habitations et autres constructions situées à proximité ou directement dans la vallée du rift est-africain risquent d'être détruites. Au Kenya, par exemple, des fissures ont éventré une route très fréquentée, poussant les autorités à tenter, en vain, de combler l'écart avec des rochers et du ciment. Dans un autre cas, une femme âgée dînait tranquillement en famille lorsque sa maison s'est brutalement fendue en deux. Plus récemment, dans la région d'Afar, en Éthiopie, des séismes ont ravagé 37 écoles, contraignant près de 5000 élèves à abandonner leur salle de classe. Malheureusement, des drames de ce type risquent de devenir de plus en plus fréquents dans les années à venir. Toutefois, cette transformation ne présente pas que des inconvénients. Des pays enclavés comme la Zambie et l'Ouganda pourraient voir apparaître des côtes, ce qui représenterait une opportunité majeure pour eux. L'accès à un littoral leur permettrait d'ouvrir de nouvelles routes commerciales
et de diversifier leur économie, sans oublier le développement touristique. Avec ces plages paradisiaques fraîchement formées, ces nations pourraient devenir des destinations prisées par les voyageurs. Par ailleurs, la biodiversité de ce nouvel océan subira d'importants bouleversements, favorisant peut-être l'émergence de nouvelles espèces marines. Observons de plus près. Voici la zone où la faille est actuellement la plus avancée. Autrement dit, c'est probablement ici que la séparation du continent africain se produira. Toutefois, le processus pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a quelque temps, Michael Daly, géologue à l'université d'Oxford, a émis l'hypothèse que cette faille pourrait s'étendre davantage vers l'ouest. De récentes découvertes viennent appuyer cette théorie, suggérant que la fissure pourrait se prolonger vers le sud, traversant le Botswana jusqu'en Afrique du Sud, et vers l'ouest, à travers la Namibie, jusqu'à l'océan Atlantique. Si ces fractures venaient à s'agrandir et à se transformer en profondes crevasses, l'océan pourrait s'y engouffrer et combler ses vides. Selon les experts, l'Afrique pourrait se morceler au point de se transformer en un vaste archipel. Mais encore une fois, nous n'assisterons à rien de tout cela, car un tel phénomène s'étalera sur des dizaines de millions d'années. Il est déjà établi que l'Afrique risque de se fragmenter en une multitude d'îles imposantes, voire en plusieurs petits continents. La situation s'annonce également délicate pour Madagascar. La 4e plus grande île au monde pourrait à terme se scinder. Mais pourrait-on assister à l'inverse? Autrement dit, l'éloignement des plaques nubiennes et somaliennes pourrait-il engendrer la formation de nouvelles terres émergées? En réalité, à mesure que ces plaques tectoniques divergent, le magma issu du manteau terrestre peut remonter à la surface. En refroidissant, il se solidifie et donne naissance à de nouvelles terres. C'est ainsi que des régions comme l'Islande et les Açores ont vu le jour. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le même processus se produise dans la vallée du Rift Est-africain, et qu'à long terme, de nouvelles îles viennent s'y former. À ce jour, tout ce que l'on peut affirmer, c'est que la géologie de la dépression de Lafar est véritablement singulière. Il s'agit du système de rift le plus actif de la planète. Lorsqu'on parle de rift, on désigne une zone où les plaques tectoniques s'écartent. Cette région concentre une multitude de phénomènes. Failles dans la croûte terrestre, zones volcaniques et même la possible naissance d'un 6e océan. Pour les experts, c'est une occasion unique d'observer de près l'évolution des rifts. En raison de son intense activité volcanique, cette zone présente également un immense potentiel pour l'exploitation de l'énergie géothermique, qui consiste à utiliser la chaleur issue des entrailles de la Terre pour produire de l'électricité. 2 centrales sont déjà opérationnelles en Éthiopie, l'une située dans la vallée du Rift éthiopien, l'autre dans la région de l'Afar. À présent, les géologues sont en quête de nouveaux sites potentiels. Lorsque nous observons cette profonde fissure dans le sol, nous savons qu'elle résulte du mouvement des plaques tectoniques. Cela ne fait aucun doute. En revanche, ce qui demeure encore inexpliqué, c'est la raison précise pour laquelle ces fissures apparaissent à des endroits bien déterminés. Prenons l'exemple d'une faille qui s'est formée au Botswana après un séisme de magnitude 6,5 en 2017. Contrairement aux attentes, l'épicentre ne se situait pas dans la zone de rift, là où les plaques sont en mouvement. Il était bien plus au sud. Or, un rift qui se développe sans activité volcanique est une anomalie, ce qui remet en question nos modèles traditionnels de la fragmentation des continents. Déterminer les raisons exactes de l'apparition de ces fissures demeure un mystère à élucider pour les scientifiques, qui cherchent à comprendre comment l'Afrique est en train de se scinder. Espérons que des réponses émergeront avant que le continent ne finisse par se transformer en un immense archipel. Regardez donc ce passage étroit entre le nord du Maroc et la partie sud de l'Espagne. Il s'agit du détroit de Gibraltar. Il n'y a que 13 km entre les deux continents, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de pont, alors que les gens rêvent depuis des siècles de relier ces deux régions. Dans certains endroits du monde, on a construit des ponts sur des distances bien plus grandes au-dessus de l'eau. Par exemple, la chaussée du lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, s'étend sur 38 km, soit 3 fois la longueur de l'hypothétique pont entre l'Afrique et l'Europe. Il figure dans le livre Guinness des records comme la structure continue la plus longue construite au-dessus d'une étendue d'eau. Il se compose de 2 ponts parallèles et relie la zone urbaine de la Nouvelle-Orléans aux petites localités situées au nord du lac Pontchartrain. 9000 piles de béton soutiennent plus de 1000 sections au-dessus de l'eau. Cette structure gigantesque a été construite au milieu du XXe siècle. Il n'a fallu que 14 mois entre le début de sa construction et son achèvement. Les ingénieurs américains ont utilisé une technologie inédite,
pour fixer les piles de béton à la base du pont. Et ce pont est toujours en activité. Quel est donc le problème avec la construction d'un pont qui relierait l'Afrique et l'Europe? Découvrons d'abord les avantages qu'apporterait ce pont de 13 km en connectant les deux continents et la raison pour laquelle tout le monde en parle. Eh bien, il serait inestimable. Diamants, pétrole, minéraux. L'Afrique regorge de matières précieuses. Et l'Europe ne demande qu'à les acheter. Ce pont théorique permettrait de transporter rapidement et facilement des marchandises de toutes sortes pour le commerce. Et aujourd'hui, l'échange de biens entre l'Afrique et l'Europe n'est possible que grâce aux avions et aux cargos. Et les avions sont extrêmement coûteux en raison du prix élevé du carburant. De plus, les voyages en avion sont souvent retardés en raison du mauvais temps. Les procédures douanières prennent du temps et les distances entre les aéroports et les centres urbains sont importantes. Les bateaux peuvent également poser problème. La zone de la Méditerranée où les deux continents sont proches l'un de l'autre est dangereuse en raison des tempêtes et des forts courants. Le transport de vos diamants dépend donc fortement des conditions météorologiques. Le deuxième avantage d'un tel pont serait la création de dizaines de milliers d'emplois. Les Européens et les Africains se construiraient mutuellement des hôtels, des ports, des parcs et même de petites villes. Les régions côtières des deux continents deviendraient de nouveaux centres économiques. Et imaginez les investissements que ces endroits attireraient. L'Europe et l'Afrique seraient plus proches que jamais. Vous pourriez aller en voiture d'une ville espagnole à un parc de safari dans le nord du Maroc, acheter du thé marocain, de l'huile d'argan et rentrer chez vous le soir même. Vous pourriez aussi prendre un train à grande vitesse pour traverser la magnifique mer Méditerranée. Des centaines de restaurants, de parcs d'attractions, de centres commerciaux et de musées pourraient voir le jour à proximité. Mais malheureusement, il est impossible de construire un tel pont, du moins à l'heure actuelle. Et voici pourquoi. Le principal problème est le détroit de Gibraltar lui-même, ses forts courants et son activité sismique. Comment lancer une construction à grande échelle si, en quelques jours, un tremblement de terre sous-marin peut déclencher des vagues géantes et emporter tous les navires sous l'eau? Même si vous construisez un pont, des courants d'eau rapides qui changent constamment de direction pourraient ébranler l'ensemble de la structure et endommager ses fondations. Le pont sur le détroit de Gibraltar devrait être conçu selon une méthode capable de résister à l'activité sismique. Et d'énormes ressources seraient nécessaires pour créer quelque chose d'aussi complexe. Malgré le danger que représente le passage entre ces deux continents, cette région demeure l'une des plus fréquentées au monde. C'est le seul endroit de la planète où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. Environ 300 navires y transitent chaque jour. Des navires marchands, mais aussi des bateaux de pêche et de tourisme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où vous pouvez observer des baleines sortir de l'eau. En raison des particularités des courants marins de cette zone, ce détroit est fréquenté non seulement par des personnes, mais aussi par des créatures marines. Nous en reparlerons plus tard. Un autre problème est la profondeur du détroit. Concrètement, tout pont franchissant une étendue d'eau doit reposer sur de longues piles métalliques. Les constructeurs et les ingénieurs plantent ces piles dans le plancher marin et s'en servent comme base de maintien pour l'ensemble de la construction. Mais il est difficile de fixer ces piles de manière suffisamment stable en raison de l'irrégularité du sol sous-marin. Sa géologie présente des caractéristiques uniques, des irrégularités et différentes densités de roches terrestres. On y trouve également des récifs, des rochers et des fosses. Tout fond marin nécessite des études géologiques approfondies avant l'installation de piles. Et le fond du détroit de Gibraltar est particulièrement difficile d'accès en raison de sa profondeur, près de 915 mètres. C'est l'un des détroits les plus profonds du monde. Imaginez, vous pourriez empiler 10 statues de la liberté entre le fond du détroit et la surface de l'eau. Quel type de pile faudrait-il utiliser à cet endroit pour soutenir un pont tout entier? Probablement des piles constituées de plusieurs sections reliées entre elles par une longue tige de métal. N'oubliez pas non plus l'activité sismique. Supposons que vous ayez installé des piles parfaitement robustes, mais que le lendemain, un tremblement de terre se produise et détruise l'ensemble de la structure. De plus, les forts courants transporteraient les débris dans toute la Méditerranée. Le troisième problème est le plus important, car il concerne la vie marine. Le détroit de Gibraltar a une forte teneur en sel. Cet élément naturel alourdit l'eau, et toute une couche d'eau très salée occupe le fond du profond bassin méditerranéen.
Cette eau salée pousse l'eau froide des fonds marins vers l'océan Atlantique. Ces changements de densité, ainsi que les courants rapides, créent des tourbillons et des turbulences continues. C'est comme un chaudron d'eau froide qui ferait remonter beaucoup de nutriments à la surface. Les dépressions et les élévations du détroit de Gibraltar sont remplies de substances diverses et de lumière solaire, conditions idéales pour la formation de phytoplancton. Les baleines, les dauphins et d'autres créatures marines adorent ce mets délicat. C'est pourquoi on trouve ici environ 7 espèces de baleines et de dauphins. Qu'arriverait-il au phytoplancton après le début de la construction? Le dioxyde de carbone, les roches concassées, les tonnes de poussière et de cendres, les chutes de matériaux de construction, tout cela viendrait considérablement polluer l'environnement. Sans phytoplancton, de nombreux poissons disparaîtraient. Sans poissons, des milliers de pêcheurs ne pourraient plus se nourrir et gagner de l'argent. Et si ce pont finissait par être construit, les voitures et les trains continueraient à polluer l'air et l'eau. La perturbation de l'équilibre fragile de cet étroit détroit pourrait entraîner des catastrophes environnementales de grande ampleur. Les dauphins et les baleines partiraient de chercher de la nourriture ailleurs et, par conséquent, perturberaient l'écosystème d'autres régions marines. Comme des dominos qui tombent, un problème en entraînerait un autre. Et tout cela à cause d'un seul pont. En 2007, le ministère espagnol de la protection de l'environnement a instauré des limitations de vitesse pour tous les navires empruntant le détroit afin de ne pas perturber le fragile équilibre de la nature. Au début du XXe siècle, un ingénieur français a proposé un projet de pont, mais il a été rejeté parce qu'il était trop compliqué et trop coûteux. On a également essayé de creuser un tunnel de 37 km de long, mais ce projet s'est heurté à des difficultés financières et techniques. Les gens rêvent toujours d'un pont au-dessus du détroit de Gibraltar. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons développé nos technologies, nous serons en mesure de le bâtir. D'ailleurs, il n'y a pas toujours eu de l'eau entre ces deux régions. Il y a très longtemps, ces deux continents étaient reliés. La mer Méditerranée est le vestige de la Thétis, un paléo-océan de l'époque des dinosaures. À une époque, les plaques africaines et indiennes sont entrées en collision avec la plaque eurasienne et la Thétis a complètement disparu. À sa place, un pont terrestre s'est formé, séparant la mer Méditerranée de l'océan. Privée d'eau, la mer s'est asséchée il y a environ 6 millions d'années. Mais lorsque ce pont naturel s'est effondré, l'eau est revenue remplir le bassin. Son étroite plaque s'est enfoncée pendant des dizaines de milliers d'années, et la mer Méditerranée a fini par atteindre son niveau actuel. L'Afrique est en train de se disloquer. Une immense fracture entaille le continent et s'étire vers le sud à la manière d'une fermeture éclair. Et le phénomène progresse plus vite que prévu. À présent, les scientifiques estiment que le déclencheur principal pourrait ne pas se situer dans les profondeurs terrestres, mais dans le ciel. En effet, ce qui pourrait accélérer cette séparation, c'est l'assèchement du climat régional et les sécheresses extrêmes qui y règnent. Et cela paraît surprenant, n'est-ce pas? En général, les plaques tectoniques bougent d'abord, puis le climat évolue. Mais en Afrique de l'Est, ce schéma pourrait être inversé. Le climat contribuerait à accélérer l'écartement des plaques. Mais examinons d'abord la situation réelle. La croûte terrestre n'est pas une enveloppe uniforme. Elle se compose de vastes plaques tectoniques, d'immenses masses rocheuses en mouvement constant. Elles se frottent, se heurtent, s'enfoncent, se chevauchent, tout s'écarte. Ce déplacement est si lent qu'il passe inaperçu. Pourtant, sur la durée, ces micro-mouvements redessinent les continents, comme en Afrique. Depuis environ 30 millions d'années, la plaque arabique s'éloigne de la plaque africaine. Cette traction progressive a fracturé la croûte, laissant l'eau de mer envahir l'espace et former la mer Rouge et le golfe d'Aden. Mais ce n'est pas la seule séparation en cours. En Afrique de l'Est, la plaque somalienne se détache lentement de la plaque nubienne. Cela ouvre la vallée du rift est-africain, traversant notamment l'Éthiopie et le Kenya. La zone où ces plaques se rencontrent porte un nom, c'est une jonction triple. Mais ici, elles ne s'entrechoquent pas. Les trois plaques divergent. Lorsque cela se produit, la croûte est étirée simultanément dans plusieurs directions, comme un tissu étiré depuis trois coins. Elle s'affaiblit, s'amincit, puis se fissure.
Elles s'écartent aussi à des vitesses différentes. La plaque arabique s'éloigne de l'Afrique d'environ 25 mm par an. Les deux plaques africaines se séparent plus lentement, de 5 à 12 mm par an. Et à mesure que l'ouverture s'élargit, des matériaux brûlants venus des profondeurs remontent, puis se solidifient, formant un nouveau plancher océanique le long de la fracture. Je sais, quelques millimètres par an paraissent dérisoires. Pourtant, ce qui rend ce phénomène si fascinant, c'est que nous l'observons en temps réel. Nous pouvons réellement voir l'Afrique se fragmenter lentement, et c'est inquiétant. En 2005, une faille longue de 56 km s'est ouverte dans le désert éthiopien. Par endroits, elle atteint 6 mètres de large, soit à peu près la taille d'un conteneur maritime. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'intense activité de la région. Depuis l'espace, les images satellites révèlent des vallées et des failles qui s'élargissent progressivement. Sur le terrain, des habitants diffusent des vidéos où la Terre s'est déjà ouverte, laissant apparaître d'énormes fissures, routes, habitations, jusqu'aux écoles, tout est disloqué. L'ensemble de la zone reste secoué par des séismes fréquents, tandis que les volcans demeurent très actifs. Autrement dit, même si cette séparation avance extrêmement lentement, elle est bel et bien observable. Et elle est irréversible. Les spécialistes estiment que cette fracture du rift est-africain finira par devenir une ouverture. Les eaux de l'océan Indien envahiront alors la vallée et rempliront l'espace grandissant. Ce processus accentuera encore la dislocation des terres, jusqu'à donner naissance à une nouvelle mer. Et ce scénario n'a rien d'inédit. La Terre l'a déjà produit. C'est ainsi que l'océan Atlantique s'est formé il y a environ 180 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont séparées. Si la vallée du rift est-africain continue de s'élargir, certaines régions d'Afrique de l'Est, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, ainsi qu'une large portion de l'Éthiopie, pourraient un jour se détacher du reste du continent. Des pays comme la Zambie ou l'Ouganda pourraient alors se retrouver dotés de littoraux entièrement nouveaux et spectaculaires. Mais inutile de préparer votre maillot de bain. Malheureusement, aucun de nous ne se baignera de sitôt dans ce futur 6e océan. Les scientifiques estiment que la séparation complète demanderait entre 5 et 10 millions d'années. À l'échelle humaine, cela équivaut à une éternité. Mais pour la Terre, c'est étonnamment rapide, presque un record. Les chercheurs tentent donc de comprendre pourquoi ce processus s'accélère plus qu'il ne le devrait. Et une piste nouvelle, particulièrement intrigante, émerge, un climat de plus en plus sec. L'un des indices majeurs se trouve ici, au lac Turkana. Situé au Kenya, ce lac mesure environ 30 km de large et atteint jusqu'à 120 mètres de profondeur par endroit. Pourtant, il y a plus de 5000 ans, son niveau était supérieur d'environ 150 mètres. À cette époque, le continent traversait la période humide africaine. L'Afrique était alors bien plus arrosée qu'aujourd'hui, et le Sahara n'avait rien d'un désert. Il était verdoyant, couvert d'eau, de rivières et de végétation. Depuis, toute la région a basculé vers un climat nettement plus aride. Les chercheurs ont donc analysé des sédiments prélevés au fond du lac Turkana, afin de reconstituer les anciens niveaux d'eau et les apports de sédiments au fil du temps. Et au cours de ces analyses, ils ont fait une découverte supplémentaire. Ces couches conservent de nombreuses microfailles, ainsi que les traces caractéristiques d'anciens tremblements de terre. Attendez. Cela suggère que le lac Turkana n'est peut-être pas un simple lac. Il pourrait en réalité correspondre à une immense fracture terrestre remplie d'eau. Autrement dit, il serait directement issu de ce processus de rifting. Les scientifiques pensent désormais que d'autres lacs profonds et étroits de la région pourraient avoir la même origine, comme le lac Malawi, à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique. D'où une hypothèse audacieuse. Et si ces lacs accéléraient la séparation de l'Afrique? En réalité, l'idée n'est pas si farfelue. L'eau peut influencer les plaques tectoniques. Lorsque des glaciers fondent, leur poids disparaît et le sol se soulève lentement, comme une pâte qui gonfle après qu'on a retiré une charge. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. À l'inverse, de grandes masses d'eau exercent une pression sur la croûte, ce qui peut modifier le comportement des failles et des séismes.
Au lac Turkana, les données révèlent un élément frappant. Après la fin de la période humide africaine, les failles autour du lac ont accéléré leur mouvement, d'environ 0,17 mm par an. Certes, cela semble négligeable, mais sur des millénaires, ce surplus finit par compter. Cela pourrait expliquer pourquoi les tremblements de terre sont aujourd'hui plus fréquents dans la région qu'il y a environ 8000 ans. L'étude a ensuite utilisé des simulations informatiques, mettant en évidence deux causes probables de cette accélération. Premièrement, la diminution de l'eau réduit la pression exercée sur le sol. Allégées, les failles glissent plus facilement, comme un étau que l'on dessert. Premièrement, un volcan situé sur une île au sud du lac entre en jeu. En profondeur, il contient une poche de roches en fusion. Lorsque le niveau du lac a baissé après la période humide africaine, la pression souterraine s'est relâchée, à la manière d'un couvercle retiré. Cela favorise une fusion accrue des roches, dont le surplus alimente la chambre magmatique, la faisant gonfler. Cette pression additionnelle peut alors perturber les failles voisines et intensifier leur activité. Ainsi, les sécheresses et la baisse des niveaux lacustres pourraient effectivement accélérer la séparation. Mais le climat ne crée pas la faille à lui seul. Le terrain est déjà sous contrainte, et le climat agit comme un facteur aggravant. La cause profonde de la fragmentation de l'Afrique pourrait être liée à ce que l'on appelle une superplume, une immense colonne de roches brûlantes remontant des profondeurs terrestres. Imaginez un ballon souterrain qui se gonfle lentement. En poussant vers le haut, il exerce une pression sur la croûte. Avec le temps, cette contrainte fragilise la structure et finit par la fissurer. Et bien qu'aucun d'entre nous ne verra l'aboutissement de ce processus, il reste saisissant de comprendre que nous assistons, presque en direct, à la dislocation progressive d'un continent. Depuis des temps immémoriaux, la mer Rouge tient à distance l'Asie et l'Afrique. Elles sont assez proches pour se saluer, mais assez éloignées pour que tout passage exige une organisation rigoureuse. Des ferries assurent de la liaison, mais le moment est venu d'envisager mieux. C'est ainsi que les ingénieurs ont imaginé un méga-projet de tunnels et de ponts, destiné non seulement à relier les deux continents, mais aussi à transformer durablement toute la région. Il y a des millions d'années, la péninsule arabique s'est lentement détachée de l'Afrique, ouvrant une entaille d'eau que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge. Celle-ci est réputée pour ses eaux d'une limpidité cristalline, ainsi que pour ses récifs coralliens qui semblent avoir été peints par un artiste d'exception. Arrêtons-nous sur un point spécifique, le détroit de Tiran. Tous les navires à destination des ports du Nord doivent se glisser dans ce passage étroit et très fréquenté. D'un côté, l'Égypte et la péninsule du Sinaï, âpre, dorée, ponctuée de stations balnéaires. De l'autre, l'Arabie Saoudite et la côte de Tabuk, où des collines désertiques viennent s'enfoncer dans une eau d'un bleu éclatant. Sur une carte, la distance paraît infime, presque comme si l'on avait omis de connecter deux points. Le détroit ne mesure qu'environ 13 km d'une péninsule à l'autre. Assez peu pour que, par temps clair, l'on distingue parfois la rive opposée. C'est ce goulet animé que les concepteurs souhaitent convertir en un axe direct routier et ferroviaire. Mais que cherchent-ils exactement à édifier? L'objectif est de créer un itinéraire continu entre la péninsule du Sinaï et la côte de Tabuk. Les ingénieurs hésitent encore entre un pont, un tunnel ou une solution mixte qui combinerait les deux. La difficulté se cache sous la surface. Près du rivage, le fond est suffisamment peu profond pour soutenir de solides colonnes, mais plus au large, il s'abaisse brusquement jusqu'à atteindre environ 270 mètres, comme une abrupte falaise sous-marine. Une telle profondeur exclut les appuis d'un pont classique. Le tracé doit donc épouser le relief, plutôt que d'imposer une forme unique sur toute la traversée. S'ils optèrent pour un pont, les constructeurs poseraient sur le fond marin d'immenses tubes d'acier appelés caissons, que l'on peut comparer à de gigantesques seaux métalliques. Une fois en place, l'eau est évacuée afin que les équipes édifient à l'intérieur une base parfaitement sèche. Le béton transforme alors cet espace en piliers surgissant des profondeurs, et des grues flottantes déposent entre ces appuis de longues travées routières comme des pièces d'un puzzle. Cette méthode convient aux zones peu profondes, mais l'ancrage devient délicat en profondeur, à cause de la pression élevée, des sols meubles et de la forte houle. Les tunnels contournent cette difficulté en passant sous l'obstacle. Les équipes peuvent y envoyer des tunneliers, surnommés des vers,
ou fabriquer à terre de vastes segments, de la taille d'un sous-marin, avant de les immerger à leur emplacement. C'est le procédé employé pour la liaison géante Hong Kong-Zhuhai-Macao, qui démontre son efficacité même dans des eaux profondes et fréquentées. On pourrait regarder la carte et se dire « 13 km, ce n'est pas grand-chose ». Mais en réalité, l'entreprise n'a rien à voir avec le fait de jeter un énorme tronc par-dessus une rivière et d'y voir un pont. Voitures, bus et trains exigent de longues rampes progressives, sans pente brutale, dignes de montagnes russes. En ajoutant ces accès de part et d'autre, l'ensemble pourrait atteindre une trentaine de kilomètres, rejoignant ainsi le cercle des géants comme le pont-tunnel de Chesapeake Bay aux États-Unis ou la chaussée du roi Fahd entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Mais l'ampleur du projet et le fond marin capricieux ne sont pas les seuls obstacles. Le climat complique tout autant la tâche. Les températures dépassent fréquemment les 38 degrés. Le béton durcit trop vite, obligeant à le refroidir ou à travailler sur des plages horaires réduites. L'acier se dilate sous la chaleur, rendant les ajustements précis pénibles. Quant aux ouvriers, ils ne peuvent rester longtemps au soleil sans avoir l'impression de cuire sur place. À cela s'ajoute l'air salin de la mer Rouge, qui attaque le métal plus rapidement qu'on ne l'imagine, imposant des protections résistantes et des inspections régulières pour préserver l'ouvrage. Si ce projet reçoit l'autorisation, il faudra compter plusieurs années de travaux. Une comparaison éclairante serait le pont de l'Øresund, entre le Danemark et la Suède. Il ne mesure qu'environ 16 km et a pourtant nécessité près de 4 ans de chantier, dans un contexte bien plus favorable que celui de la mer Rouge. Vient ensuite la question du coût. Les premières estimations avoisinent les 4 milliards de dollars, mais ce montant ressemble davantage à un point de départ qu'à une facture définitive. Au moindre imprévu, la note grimpera presque inévitablement. Un autre enjeu mérite d'être évoqué. Juste sous la surface, le détroit de Tiran abrite des dauphins, des raies, des tortues marines et même des requins, dont de paisibles requins de récifs qui glissent comme s'ils veillaient sur les splendides coraux multicolores. Ces récifs ne sont pas de simples ornements. Ils figurent parmi les plus vigoureux de toute la mer Rouge. Les scientifiques soulignent que, dans certaines zones du Nord, les coraux supportent des températures plus élevées que beaucoup d'autres dans le monde, ce qui confère à ces récifs une valeur exceptionnelle en termes de résilience climatique. Cela signifie qu'une seule erreur pendant la construction pourrait charger l'eau de sédiments, et ce simple voile suffirait à étouffer les coraux, comme de la poussière sur une peinture fraîche. Il en va de même pour le bruit, le forage et le passage des navires. Les récifs ne peuvent pas s'éloigner lorsqu'ils sont importunés, contrairement aux poissons. Une fois abîmés, des décennies peuvent être nécessaires pour qu'ils se reconstituent, lorsqu'ils y parviennent. Pour limiter ces risques, les concepteurs doivent bâtir de manière à maintenir une eau aussi limpide et stable que possible. Les zones de chantier pourraient être entourées de rideaux anti-sédiments pour empêcher leur dispersion. Les engins lourds devraient éviter les secteurs riches en coraux. Certains tronçons pourraient privilégier les tunnels plutôt que des piles afin de préserver le fond marin. Chaque choix doit s'accorder avec la cartographie sous-marine, et pas seulement terrestre. De plus, l'ensemble du projet exigerait la surveillance constante de scientifiques et d'inspecteurs, chargés de suivre la turbidité de l'eau et le comportement de la faune. Au moindre signe inquiétant, la seule attitude responsable consiste à ralentir ou à adapter la méthode, plutôt qu'à accélérer et laisser le récif en payer le prix. Mais si tout finissait par concorder, le bénéfice serait considérable. Aujourd'hui, si vous renoncez au ferry et restez sur la terre ferme, la géographie se montre impitoyable. Il faut contourner tout le nord de la mer Rouge, traverser plusieurs pays et parcourir plus de 1600 km, uniquement pour franchir une étendue d'eau qui ne mesure que quelques kilomètres, à son point le plus étroit. C'est comme faire le tour complet du pâté de maison, juste pour frapper chez son voisin. Une liaison permanente bouleverserait cette logique. Les temps de trajet diminueraient, les ports des deux rives deviendraient plus accessibles, et passer de l'Afrique à l'Asie en voiture semblerait soudain aussi banal que traverser un long pont autoroutier. Sans compter l'aspect le plus spectaculaire, qui serait la vue dans le cas d'une solution hybride. Vous débutez le trajet côté Sinaï, le désert dans le dos et la mer Rouge devant vous. Au lieu d'attendre dans une file pour le ferry, vous montez sur une rampe qui s'élève tandis que l'eau scintille au-dessous. La route s'enfonce ensuite dans un tunnel sous une voie maritime très fréquentée. Puis, en peu de temps, vous retrouvez la lumière de l'autre côté, désormais sur un continent différent. La version ferroviaire pourrait paraître encore plus fluide. Vous prenez place,
les portes se ferment, et le train glisse vers la traversée sans ralentissement ni arrêt successif. Il pénètre dans sa propre section de tunnel, file silencieusement sous la mer, puis réapparaît côté asiatique avant même que vous n'ayez terminé de consulter votre fil d'actualité. Pour les touristes, cela signifierait davantage de stations balnéaires, plus d'escapades du week-end, et un nouveau saut continental appelé à devenir une expérience incontournable. Pour les camions de livraison, chaque heure gagnée se traduit en économie. Même les villes voisines en ressentiraient les effets, avec plus de visiteurs, plus d'échanges et des revenus accrus. Un tel lien ne se limite pas à connecter des terres. Il structure des économies, des ports maritimes et la vie quotidienne. C'est une immense opportunité, à condition que le monde sous-marin soit préservé. Il y a quelques années, en 2019, les habitants d'Australie discutaient avec enthousiasme d'une vieille idée. Utiliser l'excédent d'eau de crue du nord du pays pour aider les régions arides à l'ouest et au sud. Ce projet portait le nom de New Bradfield Scheme. Il avait vu le jour pour la première fois dans les années 1930. L'idée consistait à capter l'eau de crue du nord et à la déplacer vers le sud et l'ouest. Mais le plan initial n'a jamais véritablement vu le jour. Au fil des années, de nombreux experts ont affirmé qu'il ne fonctionnerait pas. Ils pensaient que c'était trop cher et trop compliqué à construire, même si cela pouvait potentiellement aider à résoudre les problèmes de sécheresse dans les régions arides du Queensland. L'idée originale était loin d'être neuve. C'est un ingénieur nommé John Bradfield qui y avait pensé. Il voulait pomper les eaux de crue des rivières du nord du Queensland afin de les acheminer vers l'intérieur, jusqu'au lac Eyre, l'un des endroits les plus arides d'Australie. Il avait prévu d'utiliser des barrages, des pompes, de très gros tuyaux et même des tunnels pour transporter toute cette eau au-delà de la Great Dividing Range, une chaîne de montagnes australiennes. Le plus grand barrage aurait porté le nom de Hell's Gate, et Bradfield le voulait 2 fois plus grand que ce qui était initialement prévu. De cette façon, les pompes et la gravité pourraient aider à déplacer l'eau au-delà de la Great Dividing Range. L'eau coulerait vers le sud et contribuerait à irriguer les terres agricoles près de lieux comme Hughenden. Elle modifierait le climat, ferait pleuvoir davantage et transformerait cette terre aride en ferme verdoyante. Finalement, elle atteindrait le lac Eyre et transformerait le désert en une région verte et fertile. Ainsi, l'Australie pourrait produire plus de nourriture, la vendre à d'autres pays et créer davantage d'emplois. Son espoir était que la région devienne ainsi le grand garde-manger du pays. Pendant un certain temps, les gens parlèrent trop beaucoup de son projet, l'idée leur plaisait. Ils pensaient que cela pouvait changer le fonctionnement de l'agriculture. Et certains croyaient même que la nature avait déjà prévu que les terres puissent être remplies d'eau. Le lit des rivières et les lacs asséchés n'attendèrent qu'à être utilisés. Ils disaient même que les pluies tombèrent du mauvais côté des montagnes et que le plan de Bradfield serait une bonne solution. Mais lorsque les autorités se penchèrent sur cette idée, elles découvrirent de gros problèmes. Le principal était que tout cela allait coûter extrêmement cher. De plus, il n'y avait pas assez de scientifiques ou d'ingénieurs pour mener une enquête complète. Le terrain était trop sec et inhospitalier. Personne ne savait si cela fonctionnerait vraiment. Par exemple, quelle quantité d'eau pensait-on pouvoir acheminer? En outre, certaines des mesures de Bradfield étaient incorrectes, notamment la hauteur des barrages. Ainsi, en 1947, le projet fut officiellement abandonné, car, disait-on, même si on parvenait à le mener à bien, cela n'en vaudrait pas la peine. Après tout, même des endroits situés à proximité de l'océan, par exemple certaines régions du Chili, restent toujours extrêmement secs. Donc un grand lac ne donnerait pas forcément plus de pluie. Et pourtant, en 2019, un parti politique a relancé l'idée, avec une version mise à jour, qu'on a baptisée le New Bradfield Scheme. Il voulait réessayer le projet, mais avec quelques modifications pour le rendre plus performant. Leur plan comprenait les étapes suivantes. Prendre de l'eau des rivières South Johnstone, Tully, Herbert et Burdekin. Stocker cette eau en utilisant un grand barrage du nom de Hell's Gate, mais cette fois, ils voulaient que le barrage soit 2 fois plus haut que dans le plan d'origine. Laisser l'eau s'écouler au travers de tunnels, en utilisant la gravité au lieu d'utiliser des pompes, faire passer l'eau sous les montagnes et jusqu'à la rivière Warrego dans le sud du Queensland. Utiliser l'eau pour cultiver des récoltes dans des endroits secs au sud et à l'ouest de Hughenden, une vaste zone, plus grande encore que la Tasmanie, et faire de cette région un immense garde-manger. Ils n'ont toutefois pas indiqué combien coûterait l'ensemble du projet, mais ils ont promis de dépenser 20 millions de dollars pour permettre à l'Agence scientifique nationale d'Australie de vérifier si tout ça pourrait fonctionner. Il s'agissait là de très bonnes idées, mais pendant plus de 80 ans,
De nombreux experts n'ont cessé de dire que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? En 1941, Bradfield a dit que son idée coûterait 40 millions de livres sterling. Aujourd'hui, cela représente environ 3,2 milliards de dollars. Et la nouvelle version du plan pourrait coûter plus de 15 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans à réaliser. De plus, les personnes qui se soucient de la nature sont inquiètes. Selon elles, détourner l'eau de son parcours habituel nuirait aux animaux et aux plantes. Parmi les conséquences, le développement, dans des zones où elles sont encore absentes, d'espèces invasives. Cela pourrait en outre perturber les rivières et les océans où vivent les poissons et d'autres animaux. Cela pourrait même nuire aux villes et aux entreprises installées près des côtes et qui dépendent de ces cours d'eau naturels. Néanmoins, certains voulaient vraiment croire en l'idée et pensaient qu'elle valait la peine d'être mise en œuvre, surtout pour aider les agriculteurs et résoudre les problèmes de sécheresse. Cependant, en 2022, le gouvernement a décidé de cesser d'essayer de résoudre le problème de la sécheresse dans l'ouest du Queensland avec le Bradfield Scheme. Les experts ont examiné le plan de près et ont déclaré qu'il ne fonctionnerait tout simplement pas. Le problème? L'afflux n'est pas assez constant et le projet n'est donc pas réaliste. Apparemment, le coût du nouveau plan aurait dépassé les 30 milliards de dollars, une somme énorme. Vous pourriez vous acheter une flotte de jets privés et de yachts de luxe avec cette menue monnaie. Ainsi, les experts disent donc qu'il faudrait énormément d'eau pour dépenser de telles sommes d'argent, mais il n'y en a tout simplement pas suffisamment. Au lieu d'un grand projet unique, d'autres personnes ont suggéré de réaliser de plus petits projets hydrauliques, plus proches des endroits où se trouve de la pluie et les cascades. Ces projets, qu'on a appelés les mini-réseaux Bradfield, se situeraient à 4 endroits différents le long de la côte du Queensland. L'idée, c'est que ces installations partagent chacun leur eau lorsque certains endroits viennent à en manquer. Des scientifiques ont examiné le plan et sont tombés d'accord. Même si tout se passait très bien, le Bradfield Scheme causerait toujours des problèmes et coûterait beaucoup trop cher, tandis que le projet des mini-réseaux d'eau semble plus plausible. Ils pensent que les zones sèches à l'ouest des montagnes s'en sortiront mieux ainsi, sans le projet Bradfield. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux pour aider ces endroits à se développer et à obtenir de l'eau. Ainsi, le grand projet a été abandonné, et il se tourne maintenant vers des idées plus ingénieuses et plus modestes pour venir en aide aux agriculteurs. Et la question est assez urgente. L'Australie est un endroit extrêmement sec, l'un des lieux habités les plus secs au monde. En période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Cela signifie que les fermes ne produisent pas autant de nourriture, ce qui peut causer de nombreux problèmes. À l'avenir, les sécheresses sont susceptibles de se produire plus fréquemment et d'être plus sévères. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à se préparer dès maintenant. Des experts travaillent aujourd'hui sur un projet portant le nom de Drought Resilience Mission. Ils essaient de comprendre comment mieux gérer les sécheresses à l'avenir. L'un d'eux a calculé combien les sécheresses coûtent réellement à l'Australie. Et ces recherches indiquent à ce que les périodes sèches peuvent nuire à de nombreux secteurs. Les exploitations agricoles, les emplois, les villes, et même l'ensemble du pays. Quand il n'y a pas de pluie pendant une très longue période, certaines villes peuvent effectivement manquer d'eau. On appelle cela un jour zéro. Les arrivées d'eau des habitations sont tout simplement fermées, car il n'y a tout simplement plus d'eau. En 2020, une ville du Queensland, Stanthorpe, a atteint son jour zéro, et 50 autres villes étaient sur le point d'en faire autant. Lorsqu'une telle situation se produit, la seule façon d'obtenir de l'eau est de l'acheminer par camion, et cela coûte extrêmement cher. Stanthorpe a dû recevoir environ 40 camions d'eau chaque jour pendant 1 an et demi. Cela leur a coûté environ 800 000 $ par mois. Au final, ils ont dépensé plus de 14 millions de dollars uniquement pour avoir de l'eau. Heureusement, il a recommencé à pleuvoir et les barrages se sont à nouveau remplis. Mais les autorités travaillent sur des moyens d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Elles veulent que les villes soient toujours prêtes et ne manquent plus jamais d'eau à l'avenir. Parce que la sécheresse ne perturbe pas seulement l'approvisionnement en eau, elle peut aussi nuire à la santé des gens. Quand tout s'assèche, les plantes disparaissent et le sol se dessert. Ensuite, le vent soulève la poussière en d'immenses tempêtes. Ces nuages de poussière peuvent voyager très loin, même jusqu'à des grandes villes comme Sydney. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. L'air était si mauvais que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires couraient de graves dangers. La poussière a détruit des récoltes et même modifié certains aliments, les rendant dangereux pour la santé. Nous sommes sur la mer de Marmara, exactement là où les immenses continents européens et asiatiques se rencontrent. À la surface, c'est une voie maritime vitale et superbe, pleine de cargos. Mais sous l'eau,
c'est un cauchemar géologique posé sur le fond marin. Tout au fond, deux énormes plaques de la croûte terrestre frottent violemment l'une contre l'autre. Ce n'est pas une petite fissure dans la Terre, c'est une faille géologique colossale. Un immense système complexe de fractures continues qui accumule une quantité d'énergie dévastatrice depuis des décennies. On l'appelle la Grande Faille Nord-Anatolienne. Toute cette énergie devra bien se libérer un jour. Et quand cela arrivera, l'une des zones les plus densément peuplées de la planète sera touchée. Les scientifiques la surveillent désormais de très près, surtout du côté de la Turquie. Le pays repose sur la plaque anatolienne, un petit morceau de croûte terrestre. Aujourd'hui, elle est littéralement écrasée par la plaque arabique au sud et la plaque eurasiatique au nord. Sous cette pression énorme, la plaque n'a presque qu'une seule issue, glisser vers l'ouest, en direction de la mer Égée. Et c'est bien ce qu'elle fait, lentement mais sûrement, à environ 1 pouce par an. À l'échelle géologique, c'est un mouvement rapide et violent. Des millions de tonnes de roches solides qui se frottent en profondeur, jour et nuit, sans aucune pause. Pas d'idéal à vivre. Tous ces mouvements, ces fissures et ces pressions créent la faille nord-anatolienne. Une ligne de faille longue de 930 miles, qui fonctionne presque comme la tristement célèbre faille de San Andreas. Mais la différence est frappante. San Andreas longe surtout les bordures des mégapoles californiennes, ou traverse des zones moins denses. En Turquie, la faille passe sous de grands pôles industriels et des centres urbains très peuplés. En février 2023, sa petite sœur, la faille est-anatolienne, nous a montré à quel point ce système tectonique peut être dangereux. Elle a produit le séisme le plus catastrophique enregistré en Turquie depuis plus de 60 ans. Un monstre de magnitude 7,8, suivi quelques heures plus tard d'une secousse de 7,5. L'énergie libérée a été si violente que le sol s'est déplacé par endroits de presque 10 pieds. Des villes entières ont été rasées et la carte physique de la région a changé pour de bon. Et le pire, c'est que ce n'était même pas le grand final. Rien ne peut arrêter l'énergie enfermée dans la faille nord-anatolienne. Regardez les anciennes données, elle agit presque comme une horloge, un peu comme une rangée de dominos qui tombent. Depuis près d'un siècle, les scientifiques suivent chaque séquence de séisme dans cette région. Toute la réaction en chaîne a commencé en 1939, avec le séisme catastrophique d'Erzincan. Un énorme tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé l'est de la Turquie. Il n'a pas seulement libéré de l'énergie, il a aussi transféré cette contrainte tectonique vers la section suivante de la faille. Les dominos ont commencé à tomber. D'autres ruptures de faille ont suivi en 1942, 1943 et 1944. Le mouvement est parti vers l'ouest, puis a frappé encore en 1957 et 1967. Année après année, les épicentres de ces puissants séismes ont avancé en ligne droite vers la mer de Marmara. Le dernier grand choc a été le séisme d'Izmit en 1999. Une secousse de magnitude 7,6 a frappé à l'est d'Istanbul et a duré 37 secondes terrifiantes. Puis, soudain, la réaction en chaîne s'est arrêtée. Mais la contrainte restait là, transférée à la section suivante de la faille. Sous la mer de Marmara, là où le dernier grand séisme a eu lieu en 1766. À l'époque, personne n'avait de sismographe. Mais les archives et les vieux journaux décrivent une scène d'horreur inimaginable. Aujourd'hui, la science nous explique exactement pourquoi ce fut si dévastateur. Les scientifiques appellent cela un vide sismique. En gros, une zone dangereusement calme qui n'a pas encore rompu. Il y a 260 ans, un énorme séisme a détruit une grande partie d'Istanbul et provoqué un tsunami qui a frappé les ports de la ville. Depuis cette tragédie, rien d'aussi fort ne s'est reproduit ici. Mais il faut se rappeler que la plaque anatolienne n'a jamais cessé de glisser vers l'ouest. 1 pouce par an. Faisons un calcul rapide. Depuis, ce terrain aurait dû bouger de plus de 19 pieds. Mais comme ces roches sont bloquées ensemble, elles n'ont pas bougé d'1 pouce. On observe donc un énorme retard de tension tectonique.
Et à un moment, ça doit forcément casser. Ce ne sera pas une simple secousse. L'énergie tectonique accumulée pendant 2 siècles et demi pourrait se libérer d'un coup. Juste aux portes de l'Europe et de l'Asie. La cible, encore une fois, c'est Istanbul. On devrait même parler d'une super ville. Ce mégapole mondial compte l'incroyable chiffre de 15 millions d'habitants. Il représente près de 30% de toute la production économique de la Turquie. Et les infrastructures. On parle d'1 million de bâtiments, dont environ 90 000 risquent l'effondrement total en cas de séisme de magnitude 7,5. Aujourd'hui, la ville impose des règles très strictes pour les constructions modernes. Mais de nombreux quartiers ont été bâtis avant l'entrée en vigueur de ces normes. Pire encore, beaucoup de quartiers côtiers reposent sur des sols mous et gorgés d'eau, qui se comportent comme un liquide lors de secousses extrêmes, ce qui multiplie le danger pour les habitants. Des immeubles pourraient s'enfoncer comme dans du sable mouvant. Et ce n'est pas tout! Le fond de la mer de Marmara n'est pas plat. On y trouve 3 immenses fosses sous-marines, séparées par de vastes crêtes. Pourquoi est-ce important? Un fort séisme dans cette zone déclencherait probablement un énorme glissement de terrain sous-marin. Des masses de boue et de roches dévalant ces canyons sous-marins déplaceraient aussitôt d'énormes volumes d'eau. Cela provoquerait un tsunami, moins haut que les méga-tsunamis du Pacifique ouvert, mais tout de même extrêmement dangereux. On estime qu'un mur d'eau de 10 pieds serait déjà très dangereux pour cette zone densément peuplée. Les scientifiques affirment aussi qu'il pourrait atteindre la côte en moins de 10 minutes. Il n'y aurait presque pas le temps d'évacuer massivement. Place à la technologie moderne. Les ingénieurs savent très bien que cette horloge géologique tourne et ils ripostent. Les infrastructures sont donc massivement renforcées. Les puissants ponts qui traversent le Bosphore ont aussi été équipés d'amortisseurs sismiques pour absorber les chocs extrêmes. L'un des plus grands bâtiments au monde à isolation sismique se trouve à l'aéroport international Sabiha Gökçen à Istanbul. Il repose sur d'énormes appuis, faits de caoutchouc et d'acier. Le sommet de l'ingénierie, c'est le tunnel Marmaray. Un énorme tube ferroviaire qui passe directement sous le détroit du Bosphore. Il relie en fait les continents européens et asiatiques sous l'eau. Il a été construit juste à côté d'une faille active, donc il a fallu le concevoir avec des joints antisismiques flexibles. Si un méga-séisme frappe et que les continents bougent, le tunnel pliera et se déformera comme un serpent géant au lieu de se briser en deux. Autre inquiétude des scientifiques, le contre-coup économique d'une telle rupture. Il pourrait toucher toute la planète, car le détroit du Bosphore est l'un des passages maritimes les plus critiques du monde. Chaque année, près de 50 000 navires empruntent ce couloir étroit, en transportant tout ce qui compte pour le marché mondial. Des barils de pétrole, des produits agricoles et bien plus encore. Les prix de l'énergie et des aliments exploseraient si cette route s'arrêtait. Pour gagner un temps précieux, les scientifiques ont installé un réseau d'alerte précoce avancé sur le fond de la mer de Marmara. Des câbles à fibre optique et des sismomètres écoutent la faille en permanence. Mais comme l'épicentre se trouve extrêmement près de la ville, même ce système à plusieurs millions de dollars ne laissera pas assez de temps aux habitants pour fuir. Au mieux, il donnera 5 à 7 secondes d'alerte avant que les ondes destructrices ne frappent la ville. 5 secondes pour couper les conduites de gaz, arrêter les trains et se préparer au choc. Bien sûr, tous ces efforts ne protégeront pas toute la ville. Seule une partie survivra. La conclusion est claire. La migration des séismes n'est pas une simple théorie, mais une réalité géologique bien documentée. Les scientifiques estiment qu'il y a 65% de probabilité qu'un séisme de magnitude 7 ou plus frappe la région de la mer de Marmara avant 2030. On voit donc que la rupture ici n'est pas seulement possible, elle arrive, et elle migre droit vers le point de collision de 2 continents. Le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore,
mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roches au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séismes, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, durs et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques. À l'image des cafards, leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction. C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière-petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs. Réseaux électriques noyés, autoroutes englouties, les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels.
Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance. L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée. Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergées par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger, et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches. Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin. Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe.
La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Reelfoot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Reelfoot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Reelfoot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada, à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pourraient être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes, donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016, ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité. Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois, vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une,
non pas 2, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Wrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs vont creuser profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques. Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au XIXe siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre. Lorsque l'on pense au volcan Aktif, une région nous vient à l'esprit. Il s'agit de la ceinture de feu du Pacifique. Les 3/4 des volcans de la Terre se trouvent dans cette ceinture. Compare cette région à l'Australie, qui n'a aucune activité volcanique. Le vieux continent européen est également calme. C'est en tout cas ce que nous aimons penser. Quel est le volcan le plus actif d'Europe selon toi? Si tu penses à l'Etna, en Sicile, Italie, tu as raison. Ce volcan est entré en éruption environ 200 fois et il a été plutôt agité ces dernières décennies. La dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était en août 2023. Le plus haut volcan méditerranéen est âgé d'un demi-milliard d'années. Mais en Islande, il y a un volcan beaucoup plus jeune. Il s'est éveillé le 10 juillet 2023. Dans l'après-midi, 3 fissures sont apparues dans le sol sur une péninsule, au sud-ouest de l'île. C'était à la base d'un petit pic montagneux. Son nom signifie petit bélier dans la langue locale. Le volcan crachait de la lave en fusion très haut dans les airs. Il y avait également des panaches de gaz dans la zone. Mais cet événement n'a pas surpris la communauté scientifique. On en savait déjà beaucoup sur la région qui s'étend entre les villes de Reykjavik et de Keflavik. Le nom de ce volcan est difficile à prononcer. Dites donc, ça fait pas beaucoup de voyelles. Il était déjà entré en éruption lors des 2 étés précédents. Cette activité est survenue après 8 siècles de sommeil. Les jours précédant la dernière éruption, les sismologues, qui étudient les tremblements de terre, ont enregistré plus de 12 000 secousses. Lorsque le sol s'est ouvert en juillet, les fissures dans la mesurée n'est plus d'1 kilomètre de longue. Le lendemain matin, 2 d'entre elles se sont refermées. Toute la lave sortait maintenant de la dernière fissure. Elle s'est transformée en un cône allongé, la forme la plus simple que peut prendre un volcan. La lave a ensuite rempli un grand cratère. Dès la première semaine, le cône a atteint près de 30 mètres de haut.
et il continue à grandir. La nuit de la première éruption, la lave s'est répandue dans toutes les directions. Ces cendres ont enflammé la mousse des environs. Les autorités ont fermé la zone. Des gaz toxiques s'échappaient des volcans et de la fumée se dégageait de la mousse. Les pompiers sont accourus. Au bout d'une semaine, ils ont déclaré que la zone était sûre. Les visiteurs sont rapidement venus assister à la naissance du plus jeune volcan d'Europe. Cette forme de tourisme est assez développée en Islande. Les gens viennent du monde entier pour observer les volcans en activité. Le pays du feu et de la glace abrite plus de 130 volcans. Une trentaine d'entre eux sont actifs. Je sais ce que tu te dis. Ce type de tourisme est-il sans danger? En Islande, oui. Les autorités surveillent constamment tous les points chauds. L'île est parsemée de plusieurs dizaines de stations sismiques. Celles-ci permettent aux chercheurs de prédire avec précision les futures éruptions. Et les urgences sont habituées à ce genre d'événements. Ils peuvent rapidement boucler les zones à risque. C'est ce qui s'est passé en 2010. Un volcan situé au sud de l'Islande, Eyjafjallajökull, dont tout le monde peinait à prononcer le nom, est entré en éruption. Il a craché un panache de vapeur et de cendres de 11 km de haut. Ça n'a pas été de tout repos pour les voyageurs aériens. Les vents ont transporté l'énorme panache vers le sud-est, en direction de l'Europe du Nord. De nombreux pays ont fermé leur espace aérien pendant plusieurs jours pour des raisons de sécurité. Le volcan est entré en éruption en mars, mais la Terre tremblait déjà depuis janvier. Les sismologues savaient donc qu'une éruption approchait. En ce qui concerne le plus jeune volcan du continent, l'infrastructure touristique est déjà là. Les visiteurs peuvent laisser leur voiture sur un parking prévu à cet effet. Ils effectuent ensuite une randonnée de 5 heures. Celle-ci mène à une plateforme d'observation. Les touristes sont alors si proches de l'épicentre qu'ils peuvent sentir la brume qui se dégage du cratère. C'est la nuit que le spectacle est le plus impressionnant. La sécurité n'est jamais un problème. Les scientifiques renouvellent régulièrement la carte des zones à risque. Ainsi, ceux qui suivent les règles n'ont rien à craindre. Plus d'une semaine après le début de l'éruption, une partie du cratère s'est effondrée. La lave s'est écoulée le long de la pente, à l'ouest. Cette majestueuse rivière incandescente, c'est de la lave qui se déplace lentement. Les scientifiques la classent dans la catégorie AHA. C'est un terme hawaïen. Il décrit une lave basaltique dont la surface est rugueuse et cassante. Elle se compose de blocs de lave fragmentés, des pyroclastes. Ils tombent à mesure que la substance s'écoule, laissant apparaître des zones rougeoyantes. Les sections de lave plus froides sont de couleur grise et noire. En avançant, elle émet un bruit de verre brisé. Près d'un mois après l'éruption du nouveau volcan, nous avons obtenu des images d'un phénomène intéressant. Une tornade s'était formée directement au-dessus de la coulée de lave. Ce phénomène s'est produit en raison des températures élevées, 1200 degrés Celsius. Lorsque les conditions sont réunies, une colonne d'air chauffée peut facilement se transformer en mini-tornade. Les scientifiques ont observé un événement similaire lors de l'éruption du mont Kilauea à Hawaï en 2018. Les champs de lave de la deuxième plus grande île d'Europe nous racontent l'histoire de la création de l'Islande. Elle se trouve au-dessus de la zone de jonction des plaques nord-américaines et eurasiennes. Les plaques tectoniques sont d'énormes blocs rocheux de la couche la plus externe de la Terre, la lithosphère. Elle repose sur une couche de roche partiellement fondue. Toute la lave que nous voyons à la surface commence son voyage. Ici, ces plaques flottent donc sur de la roche en fusion. Leurs limites sont instables. Lorsque deux plaques se frottent l'une contre l'autre, elles libèrent d'énormes quantités d'énergie. C'est ainsi que se forment les volcans. Ce sont les points où le magma remonte à la surface. L'Islande s'est formée il y a environ 60 millions d'années. Les plaques tectoniques se sont éloignées l'une de l'autre, dorsale médio-atlantique. Suffisamment de lave s'est accumulée pour créer un sol solide. Cette ancienne roche se trouve aujourd'hui sous les vagues. Lorsque la nouvelle lave atteint la surface et se refroidit, elle repousse la vieille roche du centre de l'île. C'est pourquoi les parties les plus anciennes de l'Islande n'ont pas 60 mais 16 millions d'années. Les champs de lave actifs du pays sont jeunes en termes géologiques. Certains d'entre eux ont moins de 1000 ans. Les scientifiques considèrent l'île comme une zone volcanique des plus sensibles. Près d'un tiers de la lave basaltique qui a atteint la surface de la Terre dans l'histoire documentée depuis le XVIe siècle provient d'éruptions islandaises. Des fissures, comme celles qui ont précédé l'éruption de 2023, couvrent 30% du pays.
Pour cette raison, seul un quart de l'île est habité. Les Vikings ont été les premiers à s'installer en Islande au début du Xe siècle. La nature leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Quelques années seulement après leur arrivée, en 934, ils ont assisté à l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. Les Vikings venaient d'une région où il n'y avait pas de volcan. Ils n'avaient donc aucune idée de ce qui se passait. Aujourd'hui, les Islandais sont habitués à de tels événements. C'est une bonne chose car leur patrie vient d'entrer dans une nouvelle ère d'activité volcanique. Les volcanologues pensent que les événements récents marquent dans le début de décennies d'éruptions. La péninsule, Reykjanes, qui abrite le plus jeune volcan de la Terre, se trouve à seulement 27 km au sud-ouest de la capitale. Il est inactif depuis longtemps. Les éruptions actuelles nous rappellent que les processus naturels qui ont créé l'Islande, le volcanisme, se poursuivent encore aujourd'hui. Récemment, nous avons découvert qu'il existe un lien entre les éruptions volcaniques du nord de l'Europe et les glaciers. Notre planète a connu au moins 5 grandes périodes glaciaires. Il s'agit de périodes très longues, au cours desquelles la température moyenne de la Terre chute de manière extrême. Le résultat a été l'expansion des couches de glace, glaciaires, à travers l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. La dernière période glaciaire s'est achevée il y a environ 10 000 ans. Les chercheurs essaient encore de comprendre comment ces périodes glaciaires affectent l'activité volcanique. Ils pensent que c'est le poids de toute cette glace qui perturbe l'écoulement du magma sous la Terre. Lorsque les glaciers se retirent, la pression diminue. La lave peut alors s'écouler plus facilement vers la surface, où elle jaillit. L'événement s'est produit en Islande, le vendredi 19 mars 2021 à 20h45. À environ 30 km au sud-ouest de la capitale, la roche en fusion a soudainement fait irruption à la surface depuis les entrailles de la Terre. Des jets de lave brillantes ont ensuite illuminé le ciel nocturne. Le volcan de cette vallée s'est enfin réveillé après un sommeil profond de près de 800 ans. On divise généralement les volcans en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints. Environ 1900 d'entre eux sont considérés comme actifs autour du globe. Cela signifie qu'ils sont entrés en éruption dans un passé récent et qu'ils le referont probablement dans un avenir proche. Les volcans dormants ne sont pas entrés en éruption depuis longtemps, mais ils pourraient le faire dans le futur. On peut dire qu'ils sont en quelque sorte endormis. Quant aux volcans éteints, ils n'ont pas montré de signes d'activité depuis plus d'1 million d'années. L'éruption islandaise n'a pas été très explosive. Et tout cela s'est produit à 15 km de la ville la plus proche, donc tout le monde était parfaitement en sécurité. Beaucoup de curieux sont même venus voir le phénomène de près, tandis que d'autres visiteurs courageux ont essayé de faire frire des œufs et du bacon sur la lave. Celle-ci peut atteindre plus de 1250 degrés Celsius. Elle brûle tout sur son passage. Pourtant, elle produit aussi certaines des terres les plus fertiles pour l'agriculture. Cette éruption a produit une quantité relativement faible de lave au début, mais elle s'est répandue dans la vallée dans plusieurs directions, formant une sorte de bouclier qui ne cesse de s'étendre. On ne peut jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de l'épaisseur de la lave et de la pente de la montagne. La lave peut s'écouler lentement, à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse moyenne de marche d'une personne. Ou bien elle peut dévaler à une vitesse de 48 km/h, ce à quoi même l'homme le plus rapide du monde ne peut échapper. Mais la lave n'est même pas l'émanation la plus dangereuse des volcans. Ce sont les gaz toxiques qui s'échappent de l'éruption. Ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Heureusement, dans le cas de l'Islande, le vent a poussé ces gaz loin des zones résidentielles. Les scientifiques n'ont pas été surpris par l'éruption de ce volcan. Ils savaient qu'elle allait avoir lieu. Des tremblements de terre de plus en plus forts secouaient cette région depuis 15 mois. On y a recensé 50 000 séismes rien que dans les 3 semaines qui ont précédé l'éruption. Ça fait plus de 100 par heure. Le volcan est actif depuis mars et les géologues disent qu'il pourrait y avoir des semaines, des mois, des années, voire des décennies d'éruptions constantes dans la région. Le mont Shasta fait partie des 5 volcans les plus dangereux des États-Unis. C'est pourquoi les géologues le surveillent de près. Sa dernière éruption remonte à l'an 1250, soit il y a bien longtemps, mais ce volcan entre en éruption tous les 600 à 800 ans. Ce qui veut dire que, tic-tac, on attend la prochaine d'un jour à l'autre.
À environ 1 heure de Portland, dans l'Oregon, se trouve un volcan actif dont la dernière éruption remonte au 19e siècle. La prochaine fois qu'il entrera en éruption, les scientifiques pensent qu'il produira de plus grandes quantités de cendres et de poussière. Cela pourrait provoquer des pannes d'électricité et rendre l'eau impropre à la consommation dans la région. Mais les experts font très attention au mont Hood. Ils seront en mesure de lancer de nombreux avertissements pour que les gens puissent réagir à temps. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est en éruption presque constamment depuis 1983, ce qui en fait aussi l'une des plus longues éruptions connues sur Terre. C'est pourtant le volcan terrestre le plus jeune d'Hawaï. Les volcans peuvent mettre des milliers d'années à se former, mais d'autres peuvent surgir pratiquement du jour au lendemain. Un volcan au Mexique est entré en éruption au beau milieu d'un champ en 1943 et a commencé à grandir à partir de là. En l'espace d'1 an, il mesurait près de 457 mètres de haut. Lorsque les éruptions ont finalement cessé 9 ans plus tard, le mont avait atteint une hauteur de plus de 2804 mètres. Le mont Fuji est un symbole du Japon. La dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était en 1707. Et il a envoyé une pluie de roches brûlantes jusqu'à 100 km de distance. Si une éruption similaire se produisait aujourd'hui, Tokyo se trouverait dans ce périmètre. Le mont Fuji se trouve juste sur le cercle de feu, cette région en forme de fer à cheval dans l'océan Pacifique, pleine de volcans actifs et de tremblements de terre. D'un bout à l'autre, il fait presque 40 000 km de long. Il pourrait s'enrouler tout autour de l'équateur. En janvier 2020, le volcan Taal, aux Philippines, a commencé à cracher de la lave, envoyant d'énormes panaches de cendres à 800 mètres dans le ciel. L'éruption a même déclenché un phénomène rare, un orage volcanique. C'est lorsque le nuage de fumée au-dessus d'un volcan produit ses propres éclairs. Les risques de tsunami volcanique étaient également élevés. Ceux-ci sont généralement causés par des mouvements tectoniques qui se produisent à cause de l'activité volcanique. Le Taal est entré en éruption plus de 30 fois au cours des 450 dernières années. Ce volcan en Équateur est entré en éruption pour la dernière fois en 2016. Les scientifiques pensent qu'il pourrait montrer des signes avant-coureurs de magma en mouvement. Il s'agit d'un stratovolcan actif, un type spécifique en forme de cône avec des côtés abrupts. Il se forme à partir d'une lave collante qui ne s'écoule pas si facilement. Cette lave fait le tour de l'évent, se refroidit et s'empile sur elle-même pour former ses parois abruptes. Ces volcans sont plus susceptibles de produire des éruptions explosives comme celles que l'on voit dans les films. Ruapehu est le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande. Une région volcanique merveilleuse où tu peux admirer de près tous ces cratères fumants, ces magnifiques lacs et ces formations rocheuses inhabituelles. Il est entré en éruption pour la dernière fois en 2007 et a connu 10 éruptions depuis le milieu du 19e siècle. Mais les éruptions, les coulées de lave et les gaz toxiques ne sont pas les seuls dangers provenant des volcans. Il y a aussi ce qu'on appelle le lahar, une sorte de coulée de boue volcanique composée de débris. Entre deux éruptions, la neige fond et un lac se forme dans la caldeira. Si la dernière éruption a apporté de la boue, des cendres et des roches dans le lac, celui-ci devient dangereusement plein. Dans ce cas, seul un barrage temporaire peut le retenir. L'Indonésie abrite le plus grand nombre de volcans actifs au monde, dont un appelé Anak Krakatoa. Cela signifie « enfant du Krakatoa » et son célèbre père n'est pas loin. Un énorme tsunami en 2018 a partiellement réveillé Junior, une idée effrayante puisque papa a été responsable de l'une des plus puissantes éruptions jamais vues sur cette planète en 1883. Le boom du Krakatoa a été le son le plus fort jamais entendu. Des témoins situés à plus de 3000 km de distance ont pu entendre l'explosion. L'onde sonore a fait 7 fois le tour du globe et les scientifiques disent qu'il est difficile de prédire les schémas éruptifs de ce volcan. Le mont Yazur, au Vanuatu, est l'un des rares volcans au monde où tu puisses voir un lac de lave. Les touristes s'y rendent même pour jeter un coup d'œil par-dessus bord et voir le lac brûlant et bouillonnant en dessous. Enfin, sauf quand l'activité volcanique passe au niveau 3 et 4 sur 5. Cela signifie qu'il y a des tremblements de terre plus intenses, des secousses volcaniques ou des éjections de vapeur, de gaz ou de cendres. Dans ce cas, l'endroit est évidemment interdit d'accès. Ce volcan de la République démocratique du Congo possède le lac volcanique le plus actif et le plus grand du monde. Et toute cette lave est exceptionnellement fluide, ce qui signifie qu'elle se déplace plus vite et plus loin que celle qui s'échappe de la plupart des volcans.
Il ne fait certainement pas partie des plus grands, mais l'Erta Ale en Éthiopie est unique car il possède un lac de lave quasi permanent, ce qui est plutôt rare. Les habitants l'appellent la montagne fumante, car son lac de lave provoque souvent des éruptions. Ce volcan se trouve près de la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus chauds de notre planète. Le Merapi entre régulièrement en éruption depuis le milieu du XVIe siècle. Ce volcan aide les scientifiques à faire des recherches cruciales sur le fonctionnement des éruptions et sur la façon dont ils peuvent avertir les habitants à temps. Après avoir été en sommeil pendant un certain temps, ce volcan du centre du Mexique a repris vie en 1994. Depuis, il produit d'énormes coulées de boue et de fortes explosions à des intervalles imprévisibles. Dans l'Antiquité, d'énormes éruptions provenant de ce géant ont enseveli des villes et des pyramides entières. Imagine que tu séjournes dans un hôtel et que tu te réveilles avec une vue magnifique sur un énorme volcan couvert de rivières de lave rougeoyante et de nuages de cendres. Lorsqu'il dégage de la chaleur, les visiteurs de cette région du Guatemala en profitent pour y faire griller des marshmallows. L'un des volcans les plus actifs de la Terre se trouve sur une petite île au nord de la Sicile. Le Stromboli connaît des explosions régulières ainsi que de la lave incandescente provenant des vents à l'intérieur de son cratère. Non loin de là se trouve l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe et l'un des plus grands volcans continentaux du monde. Au fait, la Terre n'est certainement pas la seule planète avec des volcans. Le plus grand de notre système solaire se trouve sur Mars. Il couvrirait tout l'état de l'Arizona et il est presque 3 fois plus haut que le mont Everest. Alors, ne regarde pas en bas.